Salut, salut tout le monde. À vous, nous sommes heureux. À vous, heureux. Bonjour, bonjour à tous. Et, bonjour, bonjour à tous. Et, bonjour, bonjour à tous. Et,
Bonjour je salue tout le monde et aujourd'hui ce sera une petite séance et de présentation et je vous parlerai un petit peu de ce que je vais faire avec ces séries de live et aussi on va commencer un petit peu avec une présentation sur, sur tout ce qui est attrait aux data. Donc, je suis Barthélemy Montreuil et je suis avec vous aujourd'hui pour parler de ce qui se passe dans le monde dans l'univers des data. Et comme vous savez de nos jours, les data, c'est une composante fondamentale. Et d'ailleurs, on dit que nous sommes dans une ère, dans l'ère de l'information. Et c'est fondamental. Et pour vous donner un ordre d'idée, et l'information qui est générée, qui est produite en 1 heure, et dépasse largement toute l'information qui a été produite depuis la création de l'humanité jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a il y a des terras, des millions et des millions de gigas de données qui sont générées chaque jour à travers les lives, les vidéos, les emails, tout et tout. Donc, c'est en ce sens, c'est fondamental pour tout un chacun de se familiariser avec tout ce qui est data et, euh, et connaître aussi les bons outils et les bons endroits pour aller se spécialiser et afin de ne pas se faire dépasser par tout ce qui se passe là de nos jours, l'émergence et de surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Et donc, ça vraiment, ça avance extrêmement vite. Il y a moins d'un an, il y a eu l'apparition de ChatGPT qui vraiment a commencé à introduire les intelligences artificielles de type générative. Et là, vraiment, c'est une autre étape. Et encore, et ces dernières semaines, on parle de IA qui est en mesure de générer des vidéos de plus en plus réalistes. Il y a aussi les deepfakes et où on peut utiliser l'image d'une personne et lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dit. Et on a fait énormément de tests avec Macron. Malheureusement, il fait les frais beaucoup de ces histoires-là. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup et c'est un monde qui s'organise autour des data. Et d'ailleurs, et vous êtes sûrement déjà tombé sur des articles ou bien sur une vidéo où on parle du fait que bien souvent les réseaux sociaux utilisent nos data et font carrément du profilage pour justement par la suite revendre ces informations d'une certaine manière personnelle à d'autres entreprises. Par exemple, là, ça arrive souvent que on a été discuté sur un groupe WhatsApp de tel produit, de telle chose, ou dans un appel, on a parlé de telle chose, et bizarrement, quelques secondes plus tard, dans notre fil Instagram ou Facebook, on voit des publicités et ciblées par rapport à ce qui a été dit lors de la conversation. Donc, il y a des mots-clés et il y a carrément toute une batterie d'intelligence artificielle qui sont derrière et là qui vraiment sillonnent tout ce que nous avons en termes de comportement pour nous proposer des trucs adaptés par rapport à notre besoin. Ça, c'est un aspect. Mais il y a l'autre aspect aussi, l'aspect pervers. C'est-à-dire qu'on a tendance, et vous remarquez ça avec Twitter ou TikTok, et il y a une forte tendance où ces réseaux-là vous donnent à chaque fois et ce que vous avez envie d'entendre. Donc, c'est comme il vous met dans une bulle là et vous ne faites qu'entendre ce que vous avez, ou bien voir ce que vous avez envie de voir et ça vous empêche d'être en contact, de vous mesurer à d'autres points de vue, à d'autres perceptions qui peut-être est différente du vôtre.
Maintenant, la base de tout ça, et que ce soit l'intelligence artificielle, la base de tout ça, c'est les données. On doit entraîner. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'entraînement des intelligences artificielles. Bien entendu, il y a différents types d'intelligence artificielle. Il y a, pour simplifier, et on va venir avec d'autres séances où on va vraiment approfondir ces sujets-là. Maintenant, mais pour simplifier, il y a deux grandes catégories d'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles qui ont un modèle qui connaît déjà le résultat et à partir des résultats, il va s'entraîner. Mais il y a d'autres types d'intelligence artificielle où, justement, on lui demande de déduire des modèles par rapport à un ensemble de données. Je vais vous donner un exemple d'intelligence artificielle qui se trouve dans la première catégorie. Si, admettons qu'on a la base de données de toutes les personnes qui ont eu le diabète depuis 1960 à nos jours. Donc, il y a un certain nombre de critères sur ces personnes. Ça peut être l'âge, est-ce que ces personnes-là sont obèses ou pas, est-ce qu'ils ont eu un antécédent familial, tout et tout. Donc, à partir de là, et toutes ces données-là ils sont là compilées, c'est des vraies données. Donc, on peut construire un modèle de sorte qu'on dit, OK, sur la base des 70, allons dire des 50% de toutes les données que vous avez, essayez de déduire un modèle où vous avez le plus de chances de prévoir si une personne aura ou a plus de chances d'avoir le diabète, par exemple. Et l'intelligence artificielle va s'entraîner sur cet ensemble de données-là et on va laisser une autre partie des données, généralement 30-40% de ces données, où on va tester la pertinence du modèle. On va se dire, est-ce que ce modèle arrive à prédire correctement si la personne aura ou bien a le diabète. N'oublions pas, ce qui est le point important de ce modèle-là, c'est que on connaît déjà les résultats, on a déjà un ensemble qui dit, OK, oui, non, par exemple, par exemple, on sait que 0, c'est la personne n'a pas de diabète, 1, la personne aura de diabète. Ça, c'est une catégorie. L'autre catégorie, c'est ce qui va nous permettre il va déduire un modèle que nous-mêmes, on n'aurait même pas pu deviner que ça existait. Donc, c'est à lui de déduire le modèle pour nous. Et il y a une dernière catégorie où c'est tout ce qui est intelligence artificielle générative, c'est-à-dire des intelligences artificielles capables de créer, tout simplement. Le meilleur exemple, bon, y en a tellement plein ces derniers jours. Les meilleurs exemples, c'est ChatGPT, c'est Midjourney, qui arrive à partir d'un prompt, on lui décrit ce qu'on veut, et à partir de ce prompt-là, il va pouvoir nous créer quelque chose de toute pièce. Ça, c'est les troisième catégories, en fait, et c'est les plus prometteurs. Et ça vraiment, ça va nous permettre de carrément d'entrer dans une nouvelle ère. Je vous parlais tout à l'heure qu'on est dans l'ère de l'information, mais vraiment, avec l'intelligence artificielle, on va rentrer dans une nouvelle ère où il y a un certain nombre et il y a un certain nombre d'éléments qui va être carrément transféré aux intelligences artificielles. Toutes les trucs répétitifs, toutes les trucs et fastidieux, ça va automatiquement et, et transférer aux intelligences artificielles. Maintenant, il y a une autre chose et il y a beaucoup de craintes aussi par rapport à ça. Et certaines personnes, certains métiers qui pensent qu'ils vont disparaître, c'est possible. Et de même, si vous vous rappelez bien, dans la première révolution industrielle, où il y a eu tout ce qui est mécanisation, machine à vapeur, il y a eu des métiers qui ont été éliminés, mais ne vous en faites pas. Et il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître nécessairement, parce qu'on ne peut pas laisser tout à l'intelligence artificielle, c'est vrai.
ils ont un potentiel énorme, un potentiel de calcul énorme, mais il doit toujours avoir une supervision humaine pour valider. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible et donc pour cela, il y aura toujours une supervision humaine et en plus de ça, s'il y a un certain nombre de tâches qu'on sait déjà que l'intelligence va pouvoir faire, c'est inévitable, on ne peut pas arrêter ça. Eh bien, de même aussi, c'est comme la société va se réorganiser complètement. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Et c'est exactement à chaque révolution, et à chaque révolution dans l'histoire mondiale, il y a toujours eu des craintes. Certaines fois, il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, mais à chaque fois, il y a eu comme une réorganisation de la société autour de ces nouveaux paradigmes, de ces nouvelles structures, de sorte que c'est carrément, on aura une nouvelle société, quoi. Et exemple là, je sais qu'on travaille sur des intelligences artificielles qui vont aider et qui vont pouvoir carrément faire un diagnostic médical, faire une opération, mais toujours est-il que, et pas, tout au moins pas dans les 100 prochaines années, il y aura toujours une supervision humaine par rapport à ça. Et parce que, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Pour ceux-là qui ont utilisé ChatGPT, vous allez être d'accord avec moi que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Maintenant, tout ceci, avant de pouvoir aller dans l'intelligence artificielle, pouvoir devenir un expert, un spécialiste de tout ça, il faut vraiment commencer à la base, à l'origine de tout, qui c'est les data. Il faut bien comprendre les données et il faut bien comprendre en quoi les données c'est important et en quoi vraiment se diriger vers les données peut être un élément, peut-être un choix de vie, quoi. OK. Et c'est quoi les données? Les données, basiquement, c'est un élément d'information. C'est un élément d'information qui peut être disponible sur différentes formes. Euh, qu'est-ce qu'on peut et maintenant si on m'entend bien, si quelqu'un veut veut dire une petite chose là, il y a le chat là si vous voulez poser des questions aussi. C'est toujours, vous pouvez toujours poser les questions dans le chat et je me ferai un plaisir de répondre. Donc là, j'étais dans les données, c'est un élément d'information. Et cet élément d'information là se trouve partout et peut être stocké dans n'importe quel support. OK? Donc, un élément d'information, notre cerveau en stocke depuis notre sortie et dans le ventre de notre mère. Donc, en ce sens, on peut dire notre cerveau, c'est une base de données, c'est-à-dire c'est un endroit où l'on stocke des données. Et la petite dame là qui a la boutique là au coin, au quartier là, elle aussi, elle stocke des informations parce qu'elle a besoin de stocker l'information. C'est quoi les produits, c'est quoi mon inventaire, c'est quoi les produits que j'ai achetés cette semaine, qu'est-ce que j'ai vendu aujourd'hui, de combien j'ai vendu, etc. Est-ce que j'ai un compte à payer, est-ce que j'ai un compte à recevoir. Tout ça, c'est des données qu'il va stocker. Comment il va stocker ces données? C'est peut-être dans un petit cahier, c'est peut-être dans une bloc de fiches, etc., etc. Certaines fois, c'est carrément de sa tête, mais toujours est-il que et tout ce qui est lié à l'activité humaine, il y a des données qui sont générées, il y a des données qui sont sous-jacentes par rapport à ça. Donc, il est important de comprendre que l'activité humaine elle-même génère toutes sortes de données. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous consommons aussi des données. Par exemple, et notre œil est là pour voir, pour interagir, ça traite les données
et de la nature, les stimuli qui proviennent de la nature, et notre peau là pour avoir la sensation de chaleur, du froid, etc. Donc, tout ça, c'est des données qui sont stockées. Donc, c'est pour dire que les données existent partout. Pardon. Maintenant, au niveau technique, au niveau informatique, c'est vrai, ces données-là existent, mais toutes les données ne sont pas pertinentes dans un champ donné, dans un métier donné. C'est-à-dire, si je suis dans le métier et de l'assurance, par exemple, il y a un certain nombre de données. Parmi toutes les données qui seront générées et qui sont disponibles, il y a une portion de ces données-là qui m'intéresse. Par exemple, les données qui vont m'intéresser, c'est qui a visité, qui est venu faire une cotation. Par rapport à cette cotation-là, est-ce que je peux transformer cette cotation en contrat? Donc, tout ça, c'est les informations qui intéressent le métier de l'assurance. Maintenant, le métier de l'assurance n'est pas intéressé par le client est venu avec quelle voiture. Il n'est pas intéressé à stocker cette information-là, ces informations-là. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, et c'est vrai, on a vu que les données existent partout. Dans la nature, ça existe dans toutes les interactions humaines. Ça va générer des données. Mais dans un métier en particulier, il y aura nécessairement un ensemble de données qui va être pertinent pour ce métier-là. De même, dans une école, les informations de l'assurance, là, dont je faisais référence tout à l'heure, ça va pas intéresser l'école, mais plutôt des informations liées, quel professeur, quel cours, quelle matière, comment s'organiser les classes, tout ça. Donc, quand on parle de données, il faut parler nécessairement, c'est dans quel cadre que je me trouve. C'est-à-dire, pour quel métier se trouvent ces données-là. Maintenant, dès qu'on a trouvé, c'est dans quel cadre les données vont évoluer, parce que une donnée, ça évolue aussi, ça a un cycle de vie. Une donnée peut être périmée. Et donc, comme ça a un cycle de vie, c'est-à-dire la donnée est créée, elle évolue, c'est-à-dire elle peut être modifiée, on peut ajouter, on peut enlever, etc. Bon, on va voir qu'en général, on n'enlève pas, mais c'est une autre histoire. Mais pour faire simple, une donnée est créée, est générée, ça évolue et probablement ça peut ne plus être pertinente, ça peut être périmé. Merci Obline, et c'est avec plaisir. Maintenant, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de les répondre. Donc voilà, donc je disais que il y a un cycle de vie des données et ça évolue. Maintenant, je parlais de l'existence, de la pertinence des données. Maintenant, d'un point de vue technique, la donnée doit être stockée quelque part. On a vu que dans l'exemple de la boutique au coin du quartier, là, en général, les données étaient stockées dans un cahier, dans une bloc de fiches, etc. Mais aujourd'hui, ça a peut-être une bonne 50, 60 d'années. Et les données sont stockées sur des supports numériques. Les supports numériques, et en général, au début, c'était dans des disques magnétiques. Et il y avait toutes sortes de trucs bizarres c'est comme plus d'actualité. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, parce qu'on on va grandir ensemble et on va voir et jusqu'à arriver dans l'implémentation réelle de ces choses dont je fais référence aujourd'hui. Et salut Ricardo Valentin, ça va bien? Et oui, et un plaisir de te retrouver ici. Donc oui, je disais que la donnée doit être stockée et en général, on stocke une donnée dans une base de données. Maintenant, la base de données elle-même se trouve dans un gestionnaire de base de données. Ça peut avoir, il y en a plusieurs, il y en a énormément,
mais les plus importantes, c'est Oracle, c'est SQL Server, qui est de Microsoft. C'est MySQL, qui est l'une des bases de données les plus utilisées aussi. Et dans le monde, parce que la plupart des applications web, on utilise MySQL comme base de données à l'arrière, en back-end. Donc voilà. Maintenant, à partir du moment qu'on s'est mis d'accord sur l'existence des données, ça existe, ça fait partie de l'environnement, et comment dire ça fait partie du monde, quoi. Il y aura toujours des données, et toutes les activités humaines vont générer des données. Maintenant, on s'est mis d'accord sur le fait que ces données-là doivent être stockées, et ça peut être stocké de différentes manières. Par exemple, nos données sensorielles sont stockées dans le cerveau, nos souvenirs sont stockés dans le cerveau. Donc, en ce sens, on peut dire que notre cerveau, c'est une base de données. Et par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant là, et récemment, Neuralink, qui est une des entreprises gérées par Elon Musk, a pu créer une interface, une sorte de puce là qui, qui est en mesure d'interagir entre le cerveau et une machine quelconque. C'est-à-dire, ça arrive à capter les signaux émis par le cerveau, et permettre que ça puisse interagir avec un autre système numérique. Donc, il y a quelqu'un là qui était tétraplégique, je pense, qui a pu jouer à l'échec, uniquement avec sa pensée là à partir de la puce d'Elon Musk, qui a été produit par Neuralink. Tout ceci pour dire, donc, le support, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est sur quel support. Maintenant, dès qu'on s'est mis d'accord sur ces deux éléments, le support et l'existence des données et on a bien compris que ces données-là évoluent dans le temps. Et donc, on doit comprendre aussi ces données-là vont être structurées d'une certaine manière. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre les données n'importe comment. On revient encore sur l'exemple de la boutique de la grand-mère au coin de la rue, là. Et c'est vrai, même si la grand-mère n'a pas un système informatique, mais quand même, il va stocker ces données-là dans un cahier. Donc, ce cahier-là va jouer le rôle ça va être la base de données, mais aussi, la grand-mère va insérer les données d'une certaine manière dans une forme sur une certaine forme. Donc, cette forme-là, entre guillemets, ça va être la structure de base de données. Maintenant, comme aujourd'hui c'est comment dire ça? Comme aujourd'hui c'est une introduction, il y a plusieurs types de bases de données. Ça, c'est fondamental, et on va voir comment ça a évolué dans le temps. Il y a une base de données qui a une structure figée. Et là, par exemple, les comptables vont comprendre. En général, les trucs des comptables, c'est très figé. Ça n'évolue pas. On a notre colonne là de opening balance. On a le débit, le crédit et balance de clôture. Donc, en général, c'est comme ça. Ça va pas changer. Donc, on va dire, c'est comme, en général, les structures relationnelles, et maintenant, vous n'allez pas comprendre, mais allons dire, et c'est un terme technique pour dire tout ce qui a une structure figée. C'est-à-dire, on va dire dans le langage là, technique, on va dire un schema based, c'est-à-dire qui est basé sur un schéma prédéfini. Donc, c'est les bases de données qu'on avait avant. Ces bases de données-là, on les appelait des bases de données relationnelles. Maintenant, avec l'émergence des réseaux sociaux,
il y a un phénomène qui est apparu aux spécialistes, c'est que lorsque la base de données a une structure trop rigide, ce que je viens de dire là, un schema based, c'est que ça complexifie l'évolution de la base de données, l'évolution de l'écosystème de données. Exemple. Et pour ceux-là qui sont un petit peu plus anciens, qui ont vu l'évolution de Facebook, de YouTube, vous allez bien rapidement comprendre. Certaines fois, je peux commencer avec une structure X donnée. Et en cours de route, je vois, ah non, mais je dois ajouter ça, je dois ajouter ça. Par exemple, quand on faisait notre compte Facebook, là, on nous avait demandé peut-être 2, 3, 4 informations maximum. Et au cours de route, là, il y a plein d'informations qui viennent. On doit écrire un profil, on doit ajouter des photos, on doit donner l'information sur nos parents. C'est-à-dire, c'est comme, et ces informations-là, et peut-être moi-même je peux remplir toutes les informations, mais une autre personne ne remplit pas toutes ces informations-là. Et en cours de route aussi, Facebook peut dire, ah ok, c'est important d'avoir le numéro de téléphone, ok, j'ajoute le numéro de téléphone. C'est important d'avoir autre chose, j'ajoute ça. Maintenant, si la base de données avait une structure trop figée, ce serait difficile de faire évoluer ça. Donc, mais parallèlement à ça, n'oubliez pas aussi, là je vous parle en termes de structure, mais certaines fois, on va ajouter 50 000 photos, par exemple sur Instagram, on ajoute des photos, on réorganise tout ça, donc, et, donc les bases de données figées, on va dire ça comme ça, les bases de données, tout ce qui est base de données figées, on va les appeler bases de données relationnelles. Avec l'émergence des réseaux sociaux, on a vu qu'il est important d'avoir des bases de données non relationnelles. On va les appeler des bases de données schemaless, sans schéma, de sorte que l'évolution va être souple et naturelle. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, j'avais 15 éléments d'information à stocker par, par item, c'est-à-dire, allons dire si c'est un réseau social, par personne qui est inscrit dans ce réseau-là. Mais, et puis demain, je peux voir, je vais ajouter 20 éléments. C'est-à-dire, ça ne doit pas m'empêcher à les ajouter et ça ne devrait pas avoir un impact aussi sur la performance. N'oublie pas, dans ce qui est rigide, si on fait si on fait des changements de la structure, ça peut et ça aura très souvent un impact sur la performance de la base. Et on ne veut pas, c'est-à-dire, on ne veut pas que il y a un mois, on utilisait Facebook, ça passait fluide, et puis on a fait plein de changements dans la structure, et puis ça commence à être lent. Ok, donc au niveau ergonomique, au niveau expérience utilisateur, ça n'est pas acceptable. Donc c'est pour ça, la base de données qui est derrière doit être assez évolutive, assez souple. J'ai essayé de ne pas utiliser des termes un petit peu trop enflants, trop techniques, juste pour essayer, pour vous permettre de voir et c'est quoi l'idée. Donc, on va dire qu'on a des bases de données avec structure rigide. On va appeler des bases de données structurées. Et on aura des bases de données avec une structure et pas trop rigide, évolutive, on va dire. On va les appeler semi-structurées. Et il y a des éléments de données qui ne sont pas structurés du tout. C'est par exemple une photo, une vidéo. Donc globalement, il y a ces trois grandes catégories de structures pour les bases de données. Les structurées, les semi-structurées, les non structurées. Donc, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de faire le tour là, comprendre c'est quoi les données. Les données existent toujours. Il y a toujours eu des données, mais la question c'était où est-ce que je mets ces données, comment ces données sont stockées et sur quel support que c'est stocké. On a vu l'exemple que, par exemple, le cerveau stocke des données et notre cerveau ne fait que ça, stocker des données, stocker des souvenirs et les restituer aux besoins.
Ah oui, ça c'est un aspect important. Mais on stocke pourquoi? On stocke pour restituer. Donc le mécanisme de restitution aussi doit être assez fluide, assez naturel. Donc ça, on verra dans les autres séances plus loin. Donc, donc on stocke pourquoi? On stocke pour restituer. On ne stocke pas pour stocker. Par exemple, lorsque mon cerveau stocke un élément de mémoire, lorsque mon cerveau stocke une donnée, il stocke pour restituer. Et certaines fois, il est obligé de faire un arbitrage pour dire, OK, cette information-là, je laisse tomber, je ne le stocke pas, je vais stocker ça de préférence. OK. Donc, ce même processus, c'est exactement le même processus dans les systèmes numériques. On stocke les données, on les restitue. Et l'idée, justement, c'est de permettre la restitution le plus naturelle, de faire la restitution de la façon la plus naturelle qui soit. Donc, c'est pourquoi, en fonction du contexte, on va utiliser soit une base de données avec une structure rigide, ce qu'on avait appelé relationnel tout à l'heure, soit une base de données avec une structure semi-rigide, semi-libre, qu'on avait appelé semi-structurée, ou une base de données qui est pas structurée du tout. Maintenant, où commencer? Et surtout par rapport au contexte aujourd'hui, un contexte d'intelligence artificielle, un contexte tout est donné, tout est stocké, tout est et on stocke, je ne vais pas dire voler, mais on fait du profilage carrément sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on nous catégorise, on observe, on stocke tout ce qui est nos habitudes là, et éventuellement on les vend. On les vend à d'autres institutions pour du marketing, de la publicité. Par où commencer? Maintenant, il y a une certification assez intéressante et on pourrait regarder ça ensemble, qui est la certification, c'est ce que vous voyez défiler en bas, qui est la certification DP900 de Microsoft. Et là, c'est vraiment un point d'entrée dans l'univers des données. Bien entendu, il faut d'autres éléments, d'autres connaissances en support à ça. Et parce que, bon, ça uniquement ne va pas vous permettre de comprendre toutes les nuances. Et je te remercie, Gilles et Wilma. Donc voilà. Donc, Gilles, comme je disais, c'est par où commencer. On commence par cette certification DP900 il y aura deux avantages à cette certification. Cette certification va vous donner une idée et de ce qu'est une base de données, un système de gestion de base de données, ce qu'on appelle un SGBD. Et donc, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Mais en même temps, tout, ça va vous donner des compétences fonctionnelles rapidement. C'est-à-dire, tu vas être en mesure de pouvoir faire une implémentation de base de données. Et cette chaîne aussi, c'est une mission que je me donne par rapport à ça. Je vais vous aider à comprendre c'est quoi une base de données, comprendre bon, ça, c'est aujourd'hui, c'est l'initiation, c'est l'introduction. Mais à partir de là, on va voir, lorsqu'on a des règles de gestion, c'est-à-dire, on va chez quelqu'un, il me dit, OK, je veux que dans mon métier, je vais expliquer ça différemment, dans mon domaine là, un tel doit faire telle chose. J'ai un gestionnaire qui gère telle personne, ces personnes-là font telle chose, ces choses-là sont gérées de telle sorte. Donc, ça va te permettre de comprendre à partir des règles de gestion comment on doit organiser, structurer notre base de données à partir de la compréhension des règles de gestion que les personnes qui évoluent dans le métier vont nous dire, vont nous expliquer. C'est important de réunir, de discuter avec ces gens-là. Donc, à partir de ces règles de gestion, on va pouvoir déduire, d'abord, comprendre quelles données circulent dans cet environnement-là. C'est quoi les données qui circulent? À partir de là, on va pouvoir dire, OK, je peux déduire cette structure-là pour cette base de données-là. Et déduire cette structure, il y a des règles très strictes à respecter pour qu'on ait une base de données qui respecte les normes. Non. Ah, donc, le résultat de ce travail-là, ce sera un modèle de données.
Maintenant, à partir de ce modèle de données, on doit le mettre sur un support, sur une base de données qui lui-même est gérée par un SGBD. Et là, on va voir, il y a différentes façons d'implémenter, il y a différentes formes d'implémentation, si je peux dire comme ça. Et donc, on va voir comment implémenter. Donc, moi-même, ce sera mon rôle. Pendant qu'on parle de la certification DP900, je vais vous montrer tout ce qui n'est pas dans cette certification-là. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir le trouver avec les échanges que nous aurons. Donc, l'autre aspect aussi, le DP900 va te donner, c'est comme ça va te permettre de voir tout un autre champ de compétences, notamment tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle, mais vraiment, ça commence avec les données. Donc, il y a un path précis à suivre avant d'arriver dans tout ce qui est sciences de données, intelligence artificielle, etc. Et aussi, les solutions Microsoft par rapport aux données et par rapport à l'intelligence artificielle, c'est l'une des solutions les plus avancées aujourd'hui. Bien entendu, il y en a d'autres. Amazon avec AWS, Google avec GCP propose aussi des solutions de données, propose aussi des solutions d'intelligence artificielle. Mais bon, moi-même, naturellement, j'ai une préférence pour les solutions Microsoft. Donc, c'est pourquoi on va commencer avec tout ce qui est Microsoft. Donc, je vais vous montrer rapidement où aller et qu'est-ce que vous allez avoir en termes de programme par rapport à cette certification-là. Et je sais pas si vous voyez mon écran là. OK. Donc là, on va. Et là, je vous montre là. Là, c'est autre chose. Là, c'est quand on commence à travailler. Là, on va voir. On va là. Mais là, c'est vraiment pas pour aujourd'hui. OK. Là, donc, c'est ça. Là, on est sur le site de Microsoft là. Et donc, il y a le site Microsoft Learn. C'est vraiment un site super bien documenté. Ça nous donne toutes les informations nécessaires pour, bon, peut-être pas toutes les informations pour réussir la certification, mais ça nous donne l'essentiel pour être fonctionnel. Et donc, comme je te disais, comme je vous disais là, ça c'est la certification Azure Data Fundamentals et ça rentre et comme vous voyez, c'est le niveau beginner et le sujet, c'est les data et l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc, c'est vraiment la base si vous voulez faire le path qui amène vers l'intelligence artificielle. Moi-même, mon rôle avec vous, ce sera de commencer avec les data et vous permettre de les comprendre, comment les structurer, comment les mettre en place, comment les implémenter dans différentes formes de bases de données, que ce soit MySQL, SQL Server et Postgre et SQL. Donc, après, on va entrer dans tout ce qui est décrire les données, créer des rapports intéressants, que ce soit dans Excel, que ce soit dans Power BI, etc. Après, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire tout ce qui est prédiction, tout ce qui est tout ce qui est intelligence artificielle, mais vraiment de base. Et puis après, on pourra éventuellement passer à l'étape supérieure. Mais donc, globalement, la dernière fois que ça a été update, c'est le 1er février. Et parce que là, je pense que c'est en anglais, ça veut dire le mois est devant. Donc voilà, donc si on regarde ensemble, cette certification, c'est une opportunité et pour démontrer votre connaissance de vraiment la connaissance de base en ce qui a trait aux data et tout ce qui a trait aussi au service de Azure Data. Et donc, en gros, c'est ça.
Maintenant, de quoi on parle précisément de cette certification? Et c'est cette partie-là vraiment je pense, qui devrait vous intéresser pour tout ce qui est, pour tous ceux qui sont nouveaux dans ce domaine. C'est les bases de données relationnelles. Quand on dit relationnel, c'est tout ce qui est avec une structure figée. Donc, modifier la structure, c'est compliqué. C'est pas compliqué en soi, mais c'est compliqué dans le sens où ça va avoir un impact. Ça peut avoir un impact sur la performance. Et tout ce qui est les bases de données non relationnelles, et en général, c'est les bases de données non relationnelles, c'est ces bases-là qu'on utilise pour tout ce qui est réseaux sociaux. Par exemple, Facebook a nécessairement une base de données non relationnelle derrière, Twitter, etc. C'est quoi le programme, basiquement? Comprendre les concepts de base, comprendre le noyau là, tout ce qui est fondamental à comprendre dans le data, là, les concepts de base. Et c'est bon, bien sûr, c'est une certification Microsoft, c'est-à-dire ça va te permettre de comprendre les rôles et les services qu'il offre et par rapport à ça. Et à savoir aussi tout ce qui est Azure, c'est très demandé au Canada et aux États-Unis. Donc aussi, ça va vous donner un levier de négociation aussi. Et si vous êtes intéressé à trouver des opportunités ailleurs, et particulièrement en Amérique du Nord. Et ce que je disais, ça va tout donner tout ce qui est et les concepts de base en termes de base de données relationnelles et les services afférents, les bases de données non relationnelles. Et par exemple, Cosmos DB, c'est une base de données non relationnelle. Voilà, donc en gros, c'est ça. Maintenant, si on regarde ça rapidement pour voir tout ce qu'il y a là-dedans, c'est comprendre les formats de données, ce dont je parlais. J'essayais de vous faire voir de manière synthétique tout à l'heure. Les formats de données, les stockages de fichiers, comment les données sont stockées numériquement. Les bases de données, c'est quoi une base de données, comment construire une base de données. Et lorsqu'on a des règles de gestion par rapport à un métier en particulier, comment les organiser pour qu'on puisse avoir un modèle de données qui après va être implémenté en base de données dans un RGBD. Comprendre les bases de données transactionnelles et les bases de données analytiques, c'est deux modes de traitement, c'est deux objectifs différents. Et c'est ça en gros. Maintenant, en gros, c'est ça. Maintenant, s'il y a d'autres questions, on vient de passer quand même environ 50 minutes ensemble pour discuter de ce qu'est une base de données, comment comprendre ce qu'est une base de données. C'est un grand mot, mais qui traduit une réalité courante, une réalité de tous les jours, là. Et pendant ces 40 minutes, pendant ces 50 minutes-là, j'ai généré des données que, qui, qui, euh, qui sont qui ont été diffusées sur Facebook, c'est-à-dire de là où je suis, je dois utiliser un ordinateur, une caméra, et tout ça, c'est des données qui ont été transitées sur le réseau qu'on va appeler Internet pour arriver jusqu'à vous qui me regardez là. Donc tout ça, ça fait partie aussi, c'est des données qui ont été générées et c'est quand même des données, je pense que là, je suis au moins pour 1 giga de données, 1 ou 2 gigas de données de générer pour la vidéo. Donc, j'attends des questions et s'il y en a, je pense que je peux prendre 2 ou 3 questions maintenant. S'il y en a pas, je vous donne un rendez-vous pour bientôt et restez connecté à ma page et fais-moi une demande d'amis éventuellement si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous n'allez pas vous allez pas rater euh, les annonces. Et je pense que à partir dans un futur proche, j'aurai quand même
des présentations assez fréquentes à faire sur ce domaine-là et vraiment on va avoir un rendez-vous régulier pour qu'on discute des données, discute des bases de données, comment les implémenter. On va évoluer, vraiment grandir ensemble par rapport à ça. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment un plaisir de passer ce petit moment-là avec vous. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté là. Et on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous. Finalement, je ne saurais le dire, mais pour bientôt. Merci et bonne soirée.